Bonjour tout le monde. Nous allons corriger le contrôle numéro 3 de l'unité 1, association convertisseur machine et régulation. Cette partie-là, bien cette vidéo-là, sera consacrée à la partie des machines synchrones. Et bien sûr, je vais par la suite réaliser une autre vidéo qui traite la partie 2, la partie des onduleurs. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, il faut les poser, il faut discuter des solutions utilisées pour qu'on puisse bien sûr avancer. Alors, comme j'ai dit, la partie 1, c'est les machines synchrones. On va relire un peu le cahier de charge que nous avons traité. En vol, la génération électrique est assurée par deux alternateurs principaux de 90 kVA qui délivrent un système triphasé de tension 115-200 volts. Et bien sûr, la fréquence est 400 Hz. La fréquence est maintenue constante grâce à une régulation hydraulique de la vitesse de rotation des alternateurs. On s'intéressera à l'étude de l'alternateur non saturé. Et bien sûr, dans le programme de BTS, on a parlé la dernière fois de l'alternateur seulement non saturé et l'alternateur saturé ne figure pas dans le programme. Alors, le réseau de bord d'un avion est alimenté en 400 Hz. Son constructeur donne les consignes ou bien les données suivantes. Donc, vous avez la tension nominale, simple et composée, c'est 115 volts et 200 volts. Le nombre de phases, c'est 3. La puissance apparente nominale, la fréquence nominale, et puis la vitesse de rotation nominale, bien sûr. Et le facteur de puissance qui est compris entre 0,75 et 1. Et la résistance d'induit, c'est-à-dire c'est la résistance par phase, qui est égale à 10 mA. Donc ce sont les données que nous avons. Les essais réalisés sur l'un de ces alternateurs sont les deux suivantes. On a les deux essais, bien sûr, l'essai à vide en génératrice et puis l'essai en court-circuit. Les deux essais ont été effectués, bien sûr, ou bien réalisés pour une vitesse nominale constante. Et cette condition-là, on l'a déjà traitée, on a déjà analysé pourquoi il faut utiliser la vitesse. Il faut rendre la vitesse, ou bien prendre la vitesse constante. Pour l'essai en génératrice à vide, nous avons la caractéristique à vide ou la valeur de la FEM induite à vide dans un enroulement et l'intensité du courant inducteur. La caractéristique tracée est une droite, bien sûr, qui passe par le point 0,0 et le deuxième point c'est 92 qui correspond à une tension à vide de 400 volts. Le deuxième essai, c'est l'essai en court-circuit. Dans le domaine utile, la caractéristique du court-circuit est la droite d'équation ICC égale 3,07 fois le courant d'excitation. Ou bien sûr, ICC, c'est quoi? C'est la valeur efficace de l'intensité du court-circuit dans un enroulement du stator. Donc nous avons les données, nous avons les deux essais. On va passer directement à la première question. Quelle est la pulsation oméga des tensions de sortie? Ça, c'est une très bonne question, c'est une très simple question plutôt. Voilà, donc la pulsation oméga, elle est donnée par la relation 2πf. Et là, j'ai remarqué, d'après la consultation de vos copies, bien sûr, que vous utilisez la relation 2π fois, là, c'est au lieu de f, vous introduisez n. Et c'est une erreur qu'il faut éviter, bien sûr. Alors c'est 2πf, sa valeur c'est 2513,27 radians par seconde, d'après les calculs. Pour la deuxième question, on vous demande de déterminer le nombre de paires de pôles. Vous connaissez la fréquence, c'est 400 Hz, et vous connaissez la vitesse de rotation. Là j'ai commis une petite erreur, là ce n'est pas 2513, mais c'est 400 Hz. Donc je vais corriger cette erreur. Alors, vous avez la fréquence C400
Et la vitesse de rotation, c'est 12 fois, bien sûr, fois 10 à la puissance 3 égale à 2. Donc ça, vous pouvez le vérifier vous-même par des calculs. La formule est simple. Pour la troisième question, calcule la valeur efficace du courant induit nominal. Nous avons la puissance instantanée qui apparaît sur le tableau de cahier de charge. S égale à 90, voilà, S égale à 90 kVA. Donc je vais la diviser par racine de 3 fois la tension U. C'est la tension composée ici et non pas la tension simple. Certains parmi vous ont utilisé ici au lieu de U, ou ils ont remplacé par V115, ou d'autres ils n'ont pas mis racine de 3. Alors il faut faire attention, c'est un alternateur triphasé, donc il faut utiliser racine de 3, et c'est la tension simple, c'est la tension composée et non pas la tension simple. Donc vous obtenez 259,80 ampères. Ça c'est bien sûr après tout calcul fait. Alors, pour la question suivante, on suppose l'alternateur non saturé, et bien sûr c'est l'hypothèse que nous avons appris de départ. Pour décrire son fonctionnement, on utilise le modèle équivalent par phase représenté ci-dessous. Donc chaque phase est constituée d'un générateur de force électromotrice, FEM, et bien sûr d'une bobine de valeur LS et d'une résistance RS. D'accord, donc ça c'est la constitution ou bien le modèle qui représente chaque phase de la machine. On vous demande de déterminer l'impédance Z, c'est-à-dire c'est l'impédance équivalente à R, S et LS. D'accord. Alors pour le faire, nous connaissons EV et nous connaissons ICC. Bien sûr, on connaît la formule de EV et on connaît la formule de ICC. Donc, d'après les questions de cours, d'après les relations qu'on a vues dans le cours, on a Z égale à la tension à vide, c'est-à-dire EV efficace, divisé par le courant de court-circuit, lorsque je court-circuite les bornes de la machine. Alors, pour moi, je vais prendre une valeur connue. Pour le courant d'excitation égale à 92 ampères. Nous avons EV égale à 400 volts et nous avons ICC égale 3,07 fois 92. D'où vient cette relation-là? Normalement, il est donné ici. Il est donné ici que ICC égale 3,07 fois le courant d'excitation. Donc, je vais remplacer ICC par cette formule et l'excitation par 92. Voilà. Et après tout calcul fait, on obtient que Z, l'impédance, c'est 1,41 ampères. Ohm, non pas ampères. En déduire la réactance synchrone LS oméga. Là, je l'ai mis XS ou bien LS oméga. Alors, XS égale à LS oméga égale à la racine carrée de Z au carré moins R au carré. Puisque R au carré c'est une valeur qui est négligeable devant 1,41, donc le calcul il tend vers 1,4 ohm. Déterminer l'intensité du courant inducteur pour un fonctionnement à vide sous tension nominale E égale à V égale à 115. Ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur de E. La valeur de E, c'est combien? C'est 115. Alors, je vais utiliser la règle de 3. Pour 400 volts, on a combien? On a 92 ampères. Pour 115, quelle est la valeur que je vais trouver? Le calcul va nous donner I d'excitation, qui sera égal à la valeur 115 divisé par 400 multiplié par 92. Il vous donne à peu près 26,45 ampères. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, les questions m'apparaissent simples, mais ça n'empêche pas que vous aurez des ambiguïtés. Et si vous avez des questions, il suffit de poser sur un commentaire ou bien un message où vous avez plusieurs moyens de communication avec moi, bien sûr.
Pour la question 8, c'est une question qui est très importante et qui va utiliser votre compréhension du cours. Vous avez une charge qui a un facteur de puissance de 0,75 avant, c'est-à-dire que la tension V est en avance par rapport au courant I d'un angle phi qui est égal à cosinus moins 1 de phi. Cosinus moins 1 de phi. De 0,75, c'est-à-dire ça c'est votre angle. Si on met cosinus moins 1, on obtient à peu près 41 degrés. 41 degrés. Donc je trace la tension V comme référence. Je trace par la suite le courant I déphasé d'un angle de 41 degrés. Et après, je trace GXS fois I. Comment je vais faire pour le tracer? Il suffit de prendre la perpendiculaire à I et qui passe par le point B ici, par ce point-là. Donc je trace la perpendiculaire à I, ou bien à la direction de I, et qui passe par le point B. La valeur ou la norme de ces vecteurs, elle dépend de quoi? Elle dépend de la valeur de, par exemple ici, cette distance-là, cette norme-là, elle est équivalente à 115 volts. Elle est équivalente à 115 volts. Et bien sûr, l'autre GXS fois I, il est équivalent à quoi? À 1,4 fois 259,8 ampères. Donc vous allez tracer ce vecteur en suivant une échelle, bien sûr, de votre choix. La somme vectorielle, elle va nous donner le vecteur E que nous allons chercher à déterminer sa valeur. Donc, ça, c'est le traçage, ou bien c'est ce qu'on appelle la représentation vectorielle des tensions. C'est ce qu'on vous demande dans la partie 1 de la question. Et puis, on vous demande de déterminer la valeur de E. Alors là, vous allez utiliser un peu de la géométrie. Là, j'ai noté les points O, B, I, H, A, ainsi de suite pour faciliter les calculs. Si vous le remarquez, en utilisant le théorème de Pythagore, nous avons OA au carré égale à OI au carré plus IA au carré. C'est le théorème de Pythagore. Donc, pour déterminer la valeur de E, il suffit de chercher la valeur de la norme de AI et la norme de BI, puisque la norme de OB, on la connaît, c'est la valeur V. Ici, j'ai donné les formules que vous allez utiliser. Nous avons cet angle-là, c'est le même angle ici. Bien sûr, c'est l'angle phi. Donc, si je veux calculer la norme de BI, c'est quoi? C'est XS fois I, c'est-à-dire c'est cette valeur, c'est cette norme-là, cette distance, multipliée par le sinus de cet angle qui est l'angle phi. Et si je veux calculer AI, c'est XS fois I multiplié par le cosinus, et non pas le sinus maintenant, c'est le cosinus de phi. Alors, je vais remplacer chaque vecteur ou bien chaque distance par son équivalent et obtenir vers la fin, après simplification bien sûr, que la tension E égale à V au carré plus 2VXS fois I plus fois sinus phi plus XS fois I au carré, bien sûr j'utilise la racine. Ça va me donner à peu près, donc c'est un calcul à vérifier. Vous avez des calculatrices, donc vous pouvez le vérifier. C'est 448,16 volts. D'accord? Donc, si je connais cette valeur-là, je peux en déduire quoi? Je peux en déduire la valeur du courant d'excitation qu'il suffit bien sûr de réaliser par la règle de 3 comme j'ai fait pour la question précédente.